chers auditeurs, c'est bien la RTNC, chaîne nationale émettant de Kinshasa. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga, analyste et universitaire, esprit libre et indépendant. Avec lui, nous allons analyser la prise de parole du président Félix Tshisekedi face à la presse pour, en ce moment où beaucoup de questions nationales méritaient explication, éclaircissement et aussi orientation. Et nous allons demander si le président a été vraiment pas nécessairement à la hauteur, si le président est intervenu à temps au bon moment. À temps au bon moment, je ne pense pas. Moi, j'aurais écrit que ça devait être un exercice normal chaque fois qu'il y a des problèmes, parce qu'en tant que premier citoyen, il doit s'expliquer si la gestion, si la situation qui se passe, qui prévaut au pays. Donc, il doit chaque fois se mettre à cet exercice, ses devoirs de redevabilité oblige. Il doit chaque fois s'expliquer et donner de la voix pour que les gens comprennent ce que lui qui gère le pays et donc qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire, quelles sont les préoccupations de la population. Donc opportun, oui, c'est plus que même opportun. Ça devrait être un exercice qui se fait régulier. Pour ça vous, le président ne devait pas attendre 3, 4, 5, 6, 7 ans pour s'expliquer. Donc chaque fois qu'il y a des grandes questions d'intérêt national, il doit prendre la parole et donner des orientations. C'est ça aussi diriger. C'est ça aussi diriger. Peut-être pas forcément la conférence de presse comme on l'a vu grandeur nature, mais il doit chaque fois prendre la parole pour s'expliquer parce que dans tous les cas, en démocratie, il faut toujours parler, il faut expliquer parce que quand il y a des zones d'ombre, quand il y a déficit de communication, ça donne libre cours à des spéculations, à des rumeurs. Non, donc il doit s'expliquer. Donc pour moi, cet exercice doit être un exercice régulier. Alors, le président a embrassé toutes les grandes questions d'intérêt national, de la sécurité au social. En fait, vous avez trouvé qu'il était vraiment, je ne vais pas dire à la hauteur de son intervention. Non, ça m'a donné un goût d'inachevé et j'ai relevé beaucoup de contradictions dans sa communication. Parce que, parlons parce qu'il intéresse. Oui. Vous avez vu toute la classe politique, les hommes de la société civile et partout. Les gens ont réagi, mais ils ont réagi plus sur les questions qui intéressent le plus les Congolais, c'est les questions de l'alternance politique, donc les questions des élections. Mais si cette question-là, il a déçu plus d'un Congolais, parce que d'autre part, il dit qu'il ne cherche pas un troisième mandat, mais dans l'entretemps, si le peuple lui demande, il va chercher. Non. Donc lui étant le garant de la nation, le garant de la Constitution dispose qu'aucun Congolais, aucun président ne peut faire plus de 2 mandats. Donc il ne peut pas violer la Constitution parce que le peuple lui demande. Comment le peuple va lui demander quelque chose qui n'a pas été prévu? Parce qu'il fonctionne, il gère sur base de la Constitution. Donc il ne peut pas aller au-delà de la Constitution au risque de faire un coup d'État constitutionnel. Donc il ne peut pas, même mettre là, se veut dire que non, si le peuple me demande, non. Le peuple ne peut pas lui demander de violer la Constitution. Et même si tel est le cas, lui, en tant que celui qui est censé respecter et faire respecter la Constitution, il ne peut pas violer ou violenter cette Constitution parce que elle a été demandée par le peuple. Lui, il doit orienter. Un leader n'est pas celui qui suit la tendance générale essentielle de la population, mais c'est celui qui se met au devant pour orienter. Et je serais surpris qu'au stade où nous en sommes, que le peuple congolais accepte qu'on ait un troisième mandat. Rappelez-vous, parce que l'histoire nous sert quand même de leçons. Son prédécesseur, il avait aussi, vous vous rappelez, il y a même certains de nos collègues et profs qui ont même rédigé des ouvrages pour militer pour un troisième mandat, mais le peuple a été catégorique, et ce peuple, c'est le même peuple ici. Et qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps pour que le peuple qui a refusé le troisième mandat à son prédécesseur, qui aujourd'hui accepte qu'il y ait troisième mandat. Oui, mais une autre contradiction. Avant d'arriver, mais ce peuple-là, c'est qui exactement? Le peuple, c'est nous, les citoyens congolais, nous qui participons à l'exercice démocratique, nous qui donnons mandat au président de la République, aux députés, aux sénateurs. C'est ce peuple-là, ce peuple qui est le souverain primaire. Parce que dans l'exercice démocratique, dans une démocratie, les véritables détenteurs du pouvoir, c'est le peuple.
qui peut les conférer pendant un temps à qui il veut. Et c'est ce peuple-là dont je parle. Donc ce peuple n'a pas changé, c'est toujours le peuple congolais qui tient mordicus au respect de la Constitution, au respect des articles verrouillés dans l'article 220. Donc il n'y a personne et alors personne qui pourra bénéficier encore de sursis ou de glissements parce que c'est la mode. Mais ce qui est un peu suspect dans ça, c'est comme son prédécesseur. Mais comment on attend, c'est toujours à quelques mois, de la fin du mandat qu'on évoque la révision, le changement de la Constitution. Non, je crois que ce n'est pas ça qui doit être. Et c'est à ce niveau-là qu'il a décidé. Et parce qu'il estime qu'on ne peut pas organiser les élections à cause de la guerre. Mais il ne peut pas non plus faire la révision constitutionnelle pendant la guerre. Je crois, lui, qu'il lit bien la Constitution qui est censée bien maîtriser. L'article 219 dispose que dans son premier alinéa, aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre ou pendant l'état d'urgence. Or, nous en sommes là. Comment va-t-on organiser cette révision constitutionnelle? Comment va-t-on organiser un référendum? Parce qu'il dit que si le peuple lui demande, le peuple ne s'exprime qu'il n'y ait pas référendum. Mais comment on va organiser ce référendum en ignorant une bonne partie de la population? C'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu et une partie de l'Ituri. Donc, autant on estime qu'il ne peut pas organiser les élections, alors que la Constitution ne le dit pas. Parce qu'il a tenté de faire allusion à l'Ukraine. Non, la Constitution de l'Ukraine dispose que pendant la guerre, on n'organise pas les élections. Mais notre Constitution, aucun article, en tout cas, j'ai relis même ce matin, tous les 229 articles, aucun article ne laisse entrevoir cette possibilité de non-organisation des élections quand il y a la guerre. Mais tout ce que je sais, c'est l'article 219 qui nous dit que pendant la guerre, aucune révision constitutionnelle ne peut intervenir. Donc lui, qui est le garant de la nation, qui est le garant de cette constitution, sur base de laquelle il a été élu, il a prêté serment. Donc il doit être le premier défenseur de cette constitution et que même si tous les peuples congolais lui demandaient ou se trompaient pour violer cette constitution, lui doit être un verrou pour garantir la constitution, pour garantir l'état de droit que nous recherchons et que nous espérons que l'un des aspects d'un état de droit ou de la démocratie, c'est l'alternance. Et cette alternance, le peuple tient à l'alternance politique. Oui, professeur Nico Omeyonga, le peuple a voté cette constitution en 2006, et elle est encore là, mais le président dit que la constitution, c'est une affaire des spécialistes. Donc ça suffit, ce n'est pas le bout de quelques 5-6 personnes qui bougent ici et là. Il a même critiqué son parti, il avait dit qu'il faut faire la part des choses entre les présidents qui sont au-dessus de la mêlée et les partis politiques. Donc le président à un certain moment a compris que la constitution ne peut pas être touchée en désordre et c'est d'abord le fruit d'une élite. Il faut mettre sur place une commission d'experts qui puisse analyser les failles. Donc en fait, est-ce qu'il a péché en réfléchissant à haute voix? Non, réfléchir à haute voix, ce n'est pas un péché. Moi-même, vous m'avez présenté comme professeur universitaire. Mon exercice quotidien, c'est la réflexion. Oui. Donc, personne ne peut interdire à qui que ce soit de réfléchir. Mais ses intentions cachées. Mais quand il dit que non, je n'ai pas à la recherche du troisième mandat, mais si le peuple me demande de violer la Constitution pour avoir le troisième mandat, je le ferai. Non, lui doit respecter la Constitution, doit tout faire et montrer au peuple que non, il ne peut pas les pousser à violer la Constitution. Et quand vous parlez que non, quand nous parlons du peuple, c'est pas on ne va pas interroger tous les peuples, mais nous sommes dans une démocratie représentative. Mais vous avez, après son oral, vous avez suivi toutes les tendances, en tout cas les tendances politiques, la société civile. Je crois qu'ils ont donné de la voix dans le sens de ne pas permettre à ce qui est violation de la Constitution, parce que c'est vrai, on ne dit pas que la Constitution elle est parfaite, c'est une œuvre humaine, mais il y a des choses pour lesquelles nous nous sommes bâtis pour que la démocratie soit vivante, soit réelle. Donc on ne peut pas accepter qu'après qu'on ait versé du sang, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont été fauchés pour défendre cette constitution, pour défendre l'alternance politique, pour refuser
un troisième mandat à son prédécesseur. Donc, je ne pense pas que ce sang-là de ces Congolais qui continuent à crier puissent accepter aujourd'hui que nous puissions violer la Constitution, parce que c'est quand nous violons la Constitution, quand nous considérons que la Constitution c'est un papier qu'on peut à tout moment retoucher et toucher, non, je ne pense pas. Je crois qu'il y a des faiblesses, des limites, mais respectons la Constitution, parce que la Constitution nous interdit de la réviser pendant la guerre. Ce qui va pour le moment, c'est la fin de la guerre. Moi, je pense que les débats devaient être quels sont les moyens mis en œuvre pour finir la guerre et restaurer la paix. Alors la paix, moi, je sais que dans notre pays, il y a plusieurs acteurs politiques qui sont les fruits de la belligérance. Moi, je m'oppose toujours à la belligérance. Voilà, c'est pourquoi nous, depuis toujours, je vous dis que je suis farouchement opposé à la belligérance, parce que la belligérance nous cause préjudice. La belligérance nous cause, voilà, plus de 8 millions de déplacés de guerre, 10 millions de morts, et tout ça, la destruction des infrastructures, la destruction des hommes. Donc, moi je pense qu'on a tenté la guerre pendant autant d'années, pendant 3 décennies, ça n'a pas donné de résultats escomptés. Moi je pense, parce que tout ce qui s'obtient par la violence ne donne que des résultats, des palliatifs court-termistes, provisoires, alors que ce qui s'obtient dans le dialogue, dans la concertation, dans la réflexion, donne des solutions durables. Voilà pourquoi j'en appelle à toutes les forces vives de la nation, à ce que nous puissions nous retrouver. Il n'y a pas 36 solutions. Quand un peuple est face à l'agression, face à la guerre, moi je pense qu'il faut qu'on se retrouve autour d'une table. 3 acteurs principaux. Nous avons besoin les acteurs de la société politique, de la société civile et nous de la société savante, pour que nous puissions y réfléchir et pour baliser les chemins de manière à ce que plus nous serons unis, l'ennemi ne pourra nous entrer dedans. Mais tant que nous serons toujours dispersés et divisés et avec des calculs, des positionnements, l'ennemi, nous ouvrons encore la voie à l'ennemi. Telle n'est pas la volonté, en tout cas, du souverain primaire. Oui, le président dit, donnez-moi les preuves que si je réunis les gens aujourd'hui et les soirs, le Rwanda retire les militaires à l'est du pays. En fait, les dialogues, mettre les sociétés savantes, sociétés politiques et sociétés civiles ensemble, c'est pour réfléchir sur comment restaurer la paix, comment remettre la citoyenneté normale et que les gens se promènent calmement, mais aussi réfléchir comment mettre fin à la guerre. Donc ce n'est pas un bouton sur lequel on doit presser pour que la guerre cesse. Non, mais relisons, revoyons l'histoire de l'humanité. Oui. Toutes les guerres ont fini toujours autour d'une table par le dialogue. Bon, s'il dit ça, maintenant que la guerre est là, ça a duré plus de 5 ans, est-ce qu'on a trouvé la solution? Nous recourons à une autre alternative, parce que la belligérance a montré ses limites. Aujourd'hui, les agresseurs comme les rebelles n'ont pas eu le dessus sur le pouvoir de Kinshasa. Le pouvoir de Kinshasa n'a pas jusqu'ici réussi à mettre fin à cette guerre. Donc, comme ni l'un ni l'autre n'a pas pu avoir le dessus sur l'autre, moi je pense, pour préserver encore des vies humaines qui sont fauchées, pendant que nous tournons cette émission, il y a des Congolais qui meurent. Alors, retrouvons-nous, dialoguons, trouvons. On ne peut pas déjà donner des pistes, des solutions. C'est comme si on mettait la charrue avant les bœufs. Retrouvons-nous d'abord, on doit se parler, on est en démocratie. La démocratie, le dialogue, c'est une vertu. C'est une vertu qui doit nous conduire à la cohésion nationale. Parce que ne continuons pas à donner toujours raison à ceux qui nous agressent, à ceux qui ont pris les armes. Retrouvons-nous, discutons, et c'est autour de cette table qu'on pourra voir si ce dialogue-là ou ce dialogue national inclusif n'aura pas donné de solutions. On ne peut pas, au stade où nous en sommes, donner déjà les conclusions de ce dialogue. Mais moi, je pense que l'expérience a démontré. Nous avons eu un précédent erré. La guerre, ce n'est pas une première fois. On a été en guerre ici dans les début 2000, 2001, 2002. Mais nous sommes retrouvés en Afrique du Sud. Mais si aujourd'hui nous parlons même de la démocratie, si nous parlons des élections, c'est parce qu'on sait, à un moment, on s'est retrouvé en Afrique du Sud
dialogue entre Congolais, et on a mis quand même, déjà, préservons ces acquis. Donc on a une riche expérience de dialogue, et encore une fois, le dialogue a toujours été la parole. Peut-être le mot dialogue choque certains parce qu'ils estiment que quand on parle de dialogue dans notre pays, c'est le partage des responsabilités, le partage du pouvoir. Non, le dialogue dont nous réclamons, c'est pour voir d'où nous venons, où en sommes-nous, qu'est-ce que nous devons faire pour que définitivement que nous ayons pris la guerre, que nous n'ayons pas toujours, chaque fois que quelqu'un est frustré, il recourt à l'épée pour trouver solution à son problème. Oui, et professeur Nico Omeyonga, donc nous devons avoir des références à l'histoire. Donc on ne peut pas être là comme si nous venons tous de naître. Nous devons savoir que Mobutu a fait 32 ans, nous avons dit qu'il était dictateur. C'est lui qui lui a succédé tout après. Laurent Désiré Kabila a fait 3 ans. Joseph Kabila a fait 18 ans. Nous disons que ce n'est pas bien. Donc on ne peut pas donner à Tshisekedi 20 ans. Donc 10 ans, c'est ce que le peuple s'est dit. Parce qu'on a quand même une succession d'histoires. Donc on ne peut pas agir comme si l'histoire n'a pas existé, comme si le passé n'existait pas. Non, vous savez, dans ce pays, on est habitué à la donation. Il n'est pas question de donner. Le pouvoir, les constituants a défini, le législateur a défini comment on y accède, comment on y accède au pouvoir, comment on quitte le pouvoir de manière pacifique et démocratique. Donc il est question seulement de respect des prescrits de la Constitution. Il n'est pas question de dire que non, nous l'aimons beaucoup, nous lui donnons ou nous ne l'aimons pas. Non, le problème ce n'est pas de l'amour ou de la haine de qui que ce soit. Le problème c'est de respect de la Constitution, respect de ce qui prévoit, ce qui nous... Il faut que nous nous habituions à l'alternance. Ça ne doit pas être un événement, ça doit être un exercice régulier, normal. Tous les 5 ans, que nous nous retrouvions, que nous constituons le peuple, parce qu'il a eu constituer. La bonne manière de constituer le peuple, c'est aux élections. Et c'est le peuple souverain qui pourra dire que non, vous avez fait vos 10 mandats, même si il avait, alors qu'il y a beaucoup de choses que lui-même reconnaît qu'il n'a pas réalisées, lui-même il a fait son mea culpa. Donc, même s'il avait même fait autant, et même s'il avait satisfait à tout ce qu'il avait promis, non, on devrait toujours lui demander de respecter la Constitution. Donc ça suffit, c'est notre pacte social. Donc nous sommes déjà retrouvés. On ne peut pas les briser comme ça. Les briser. Non, parce qu'on est... D'ailleurs, son préambule dispose que les guerres qui rentrent, dont nous en sommes victimes depuis 60 jours, c'est la crise de légitimité. La crise de légitimité rime avec l'environnement ou la situation où nous avons des dirigeants illégitimes. Non, il ne doit pas chercher à se retrouver dans des situations où il sera illégitime. Alors, professeur Nico Omeyonga, si le président avait dit que ok, la constitution est là, après mon deuxième mandat ici, ça sera fini, son discours aurait été celui qui a touché à l'ensemble des problèmes de la République. Parce que ces problèmes-là, c'est celui qui soulève le plus de points de vue dans la République, parce qu'il a touché au pacte social. Oui, parce que pourquoi ça soulève autant? C'est parce que vous avez dit, on a une mauvaise parenthèse politique de nos dirigeants qui ont voulu se pérenniser au pouvoir, en commençant par Mobutu, par Joseph Kabila, et les gens n'en veulent plus. Le peuple congolais a compris que plus le pouvoir, on reste longtemps au pouvoir, ça s'use et ça corrompt tout, et ce n'est pas bon. Voilà pourquoi nous estimons que l'alternance est la règle en démocratie. Donc, il ne peut pas dire que non, en dehors de lui, il n'y a personne d'autre qui peut diriger le pays. Donc, ce que le président devra faire, c'est de préparer un dauphin dans l'UDPS ou dans l'Union sacrée. Non, ce n'est pas à moi de lui dire. Oui, en fait, oui, c'est ça. Parce que si on ne doit pas toucher... Il sort d'un parti politique. Oui. Nous savons que tout parti politique a pour vocation de conquérir le pouvoir, l'exercer le plus longtemps possible avec le soutien populaire. Oui. Quand on dit l'exercer le plus longtemps possible, ce n'est pas les mêmes acteurs. C'est-à-dire l'acteur peut passer, mais s'il trouve qu'il est question de dauphinat et tout ça. Là, c'est de la responsabilité. Ça, c'est lui-même. Mais s'il trouve que dans son parti, il n'y a pas de dauphin, encore que la Constitution ou la loi électorale ne dit pas que quand on a été président, celui qui doit vous succéder doit être de votre parti.
Ce n'est pas ça. Tout citoyen qui peut bénéficier des suffrages de l'ensemble du peuple congolais peut présider à la destinée collective. Oui, le président a dit que sous son mandat, les fonctionnaires ont vu leur salaire tripler et les militaires quadrupler. Vous êtes professeur d'université, vous êtes donné dans des millions. Bon, je ne sais pas, parce que là, à cette question-là, c'est une projection. C'est une projection, peut-être. Je crois, une projection même, je risque même de croire que c'est un rêve lointain. Non, s'il dit ça, je sais que nous sommes dans un contexte où l'invité ne pose pas de questions. Mais vous êtes même fonctionnaire. C'est à vous, avant de me poser cette question, de voir comment est-ce que votre salaire a été doublé ou quadruplé. Non, je crois qu'il a raté le coach. Je ne pense pas que les fonctionnaires qui nous suivent et qui l'ont suivi ont applaudi de deux mains. Il aurait dit qu'il compte peut-être doubler, ce qui serait une bonne chose. Mais on ne sait plus croire nos dirigeants ces paroles. Nous voulons quand même que cela arrive pour que nous constatent. Mais quand il dit que c'est déjà fait, non, ce n'est pas encore fait. Peut-être c'est le même cas parce que lui-même, il a reconnu qu'il a un problème d'information. Même notre armée était vraiment infiltrée et tout ça. Il n'avait pas tous les éléments d'information. Et je crois pour les cas précis, on ne lui a pas fourni aussi de bonnes informations. Il doit interroger son ministre des Finances et du Budget pour voir si la masse salariale a augmenté en termes de doublement salarial ou quoi. Je crois qu'il aura la bonne réponse. Ce n'est pas peut-être un souhait, peut-être un souhait. Il devrait mettre un souhait. Moi, j'ai compris que c'était un lapsus. La langue l'a fourché. Et je crois il voulait dire qu'il va... On va arriver là-bas. On va arriver là. C'est une projection. Bon, de toutes les façons, dans des choses comme ça, on doit savoir ce que l'on doit dire parce que quand les chefs réfléchissent en public, tout ce qu'ils disent semble devenir ça semble devenir la loi parce que la parole du chef, on ne la discute plus, elle semble devenir une parole d'autorité. Donc, nous projeter dans les salaires multipliés par 4, alors ça doit être un avenir heureux d'ici fin 2026. Bon, ça, il aurait dû faire ça au début de son mandat. Bon, maintenant qu'il est à la fin du mandat, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait, je ne suis pas au gouvernement. Probablement, son ministre du budget lui aurait dit qu'avec la mobilisation des recettes, il y a encore suffisamment de moyens qui permet au gouvernement de passer au doublement salarial, ce qui serait une bonne chose. Parce que dans ces pays, on s'est toujours plaint des paniers de la ménagère qui n'existent pas. On s'est toujours plaint des SMIC qui n'existent pas. Théoriquement, oui, ça existe, mais dans la pratique, nous continuons toujours à être victimes de ce que j'appelle le darwinisme social primitif. C'est-à-dire il y a des inégalités salariales, il y a des exclusions sociales. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat passe par l'amélioration des conditions de vie, c'est-à-dire par l'amélioration du salaire. Mais si tel est maintenant vers la fin de son mandat, son dernier mandat, et qu'il veut maintenant procéder à l'augmentation des salaires, ce ne serait pas une bonne chose parce qu'en politique, la finalité, c'est le bien-être social, individuel et collectif. Donc, ce n'est pas mal si les Congolais trouvaient que les salaires d'ici là va se sentir améliorés parce que aussi bien vivre, c'est la raison d'être de tout le gouvernement d'État, tous les gouvernements qui se succèdent, organiser le bonheur de son peuple et lui assurer les meilleures conditions de vie. Parce que chez nous, comme on a posé cette question-là, le budget à 20 milliards, mais on sent pas toujours que le social est en train de bouger. Donc nous espérons que le Congo, avec toutes ces évolutions, nous devons cesser d'être un pays pauvre pour nous mettre sur un pas, comme avait dit un ancien Premier ministre, sur un pays, l'État n'est pas d'un pays émergent. On n'y est pas encore arrivé, économiste Omeyonga. Non, je dis d'abord, il faut que je rectifie parce que nous, c'est 22 milliards de budget et que j'ai appris que le ministre du budget ou le gouvernement s'est préparé pour un collectif budgétaire. Oui. C'est-à-dire il y a des recettes supplémentaires qui se sont augmentées, qu'il doit revenir encore au Parlement parce que le budget a un caractère d'autorisation. C'est que même s'il y a des recettes supplémentaires qui sont augmentées,
le gouvernement ne peut pas s'engager à dépenser sans qu'il ait requis l'aval du souverain primaire. Et comme on ne peut pas consulter tout le monde, il y a ceux qui, entre guillemets, nous représentent. Si tant est que les députés nationaux ont été réellement élus. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais c'est pour la forme, c'est eux qui sont censés donner autorisation au gouvernement et c'est la raison même des collectifs budgétaires. Donc, professeur, le président a parlé, près de 3 heures d'explication sur la vie nationale, les étrangers chez nous, le contrat américain, les relations avec le Rwanda, même les relations avec son prédécesseur Joseph Kabila. Il dit lui aussi regrette que les relations se soient abîmées. Bon, vous savez, en politique, on dit que les choses évoluent, les hommes changent. Bon, s'il regrette, bon, je ne saurais pas répondre à cette question. Je crois qu'il sait comment parler avec son prédécesseur et s'il y a des choses à arranger, ils vont arranger. Là, je crois que ça n'intéresse pas trop les peuples congolais. C'est ce qui nous intéresse. En tout cas, les peuples, mon peuple voudrait que sa situation s'améliore, que sa sécurité soit garantie, que la guerre, cette guerre-là, devrait, bon, et il a aussi, quelque part, pour terminer la guerre, il estime que les Américains, les Yankees, par rapport à ces deals avec les Américains viendraient mettre fin à la guerre. Bon, je ne crois pas trop. D'ailleurs, on dit aucun État ne peut obtenir de la communauté internationale ce qui ne sait pas se donner de soi-même. Donc, je ne vois pas les Américains venir ramener la paix. La paix doit se construire de l'intérieur. C'est nous-mêmes qui devons. Et tout apport extérieur ne doit être que supplétif. Mais les gros, nous devons tout faire parce que les Américains, je ne vois pas quel est cet Américain qui est prêt à venir mourir pour la cause des Congolais, même si ils veulent réellement investir. C'est à nous de créer les conditions optimales d'opportunité économique. Le climat des affaires, ça ne doit pas être l'affaire des Américains. C'est nous-mêmes qui devons entretenir, mettre un écosystème qui permet l'investissement. Je pense qu'à ce niveau-là, voilà encore une raison de plus où les Congolais doivent se retrouver pour trouver des solutions, parce que les solutions doivent être des solutions endogènes et non de river nos yeux vers l'étranger, américain soit-il. Je crois que les premiers, ce qui nous devons compter, c'est le peuple congolais lui-même qui doit défendre sa patrie, qui doit mettre fin à la guerre. Et je ne pense pas que les Américains, je ne suis pas prophète de malheur, mais pour cette question-là, je préfère être un optimiste lucide parce que je ne vois pas les Américains venir terminer la guerre ici. Si tel est le cas, depuis qu'on a conclu le dire, tout ce qui est moi, je crois, ce qui devrait, en principe, au lieu de s'appuyer seulement sur les Américains, c'est demander peut-être les Américains pour que ce qui avait été décidé par la communauté internationale, les Nations Unies, 27713, puisse être appliqué. Demander sans délai le retrait des troupes rwandaises. Ça, au moins, on l'a obtenu de la communauté internationale. Mais si les Américains peuvent nous aider à faire appliquer cette résolution des Nations Unies pour le retrait définitif et sans condition des troupes rwandaises, ça serait une bonne chose. Merci beaucoup, professeur Nico Meyonga. Vous êtes un penseur, vous êtes un analyste, d'avoir penché sur ce qui a été pour vous l'essentiel de la prise de parole du président de la République. Vous voulez que ce soit désormais une activité régalienne de redevabilité, qu'on n'attende pas ça comme un événement de fin d'année, mais que ce soit une vie normale de la situation de la République. C'est ça, la redevabilité que nous, les économistes, appelons la reddition des comptes. Quand on est mandataire, quand on gère pour les comptes d'autrui, il faut chaque fois rendre compte. Et ça devrait être une activité régulière et ça ne peut pas être quelque chose qui se fait de manière exceptionnelle. Merci beaucoup, professeur Nico Meyonga. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous offrez pour de réagir par rapport à l'oral
Président R. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.